Rebonjour tout le monde, on va pouvoir commencer ce premier grand débat sur un sujet brûlant, celui de l'égalité. Comment avoir des entreprises qui ressemblent à la société française dans toute sa diversité, dans toutes ses couleurs. Et alors, on s'est dit qu'on allait commencer par voir comment on était nous, par se mesurer un peu nous, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de travail sur ces sujets, partout, dans les entreprises, au gouvernement, dans la société civile. Et du coup, on s'est dit, voyons déjà, faisons un check. Est-ce que nous, on est mauvais, un peu mauvais, pas trop mauvais, plutôt bon? Et du coup, on va vous ouvrir une petite activité Klaxoon. Et vous allez pouvoir cliquer sur les propositions qui vous correspondent. Est-ce que vous êtes une femme? Est-ce que vous êtes un homme? Sur votre tranche d'âge, très grossièrement. Savoir si vous êtes en situation de handicap ou non, si vous êtes né en France ou non. Si vous avez plutôt un bac+5 ou si vous n'avez pas fait d'études. Et on va voir un peu comment on situe. Les personnes en ligne, n'hésitez pas à le faire aussi pour qu'on se rende compte de tout le public. C'est pas seulement les gens qui sont dans la salle. Donc normalement, on va vous laisser des petites secondes. Et voilà, on sait que ce sont des sujets sur lesquels il faut à la fois se regarder en face et savoir quand on est bon ou pas bon, pour pouvoir justement mesurer et ensuite faire les efforts en conséquence. Alors, on a quand même déjà 300 votes. Alors, on a 67% de femmes, 33% d'hommes, incroyable pour une fois que c'est dans ce sens-là. 91% de bac+5, mon Dieu. Aïe, aïe, aïe. Bon, félicitations, hein, c'est bien, hein, mais bon. Ok. Je ne suis pas née en France, seulement 18%, 0% de personnes en situation de handicap. Et on a 22% de personnes en dessous de 30 ans. Ok, on n'est pas hyper bon. Mais c'est bien encore une fois de se regarder en face, de voir les éléments sur lesquels on a des forces. 60% de femmes, c'est génial. Et voilà, il y a d'autres sujets sur lesquels on a besoin de travailler et on le fait grâce notamment à toutes les associations, les organisations partenaires pour faire venir un public différent et pour faire rayonner évidemment ces sujets à tout type de public. Et donc, pour parler de ces sujets, je vais appeler évidemment des personnes qui travaillent au quotidien pour faire en sorte que ces chiffres changent et que les entreprises ressemblent vraiment à la France. Je vais appeler donc ce premier panel qui sera modéré par Pierrick Deronne, que j'appelle sur scène, et avec dans son panel Thibaut Guilhuy, Elisabeth Chungui, Loubna Xibi et Laetitia Eloué qui va nous rejoindre dans quelques minutes. Merci de les applaudir. Bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment ravi d'être là et d'animer ce sujet autour de la diversité et de l'égalité. Donc je suis président de Biocop. Biocop est une coopérative de magasins, de consommateurs, de producteurs et de salariés qui a pour vocation de développer l'agriculture biologique. Alors peut-être que vous vous demandez qu'est-ce que je fais là, pourquoi moi? Je me suis posé un peu la question aussi et en tout cas j'ai pensé que c'était parce qu'on a reçu un prix, le prix du Financial Times, qui a récompensé Biocop en 2020 comme entreprise la plus inclusive d'Europe. On a eu ce prix, on a été un peu surpris, ravis, étonnés, mais on l'a vraiment pris dans une logique d'authenticité et de sincérité. C'est-à-dire que Biocop, c'est un réseau d'entrepreneurs sociaux, comme vous tous ici, ou en devenir, et cette authenticité et cette sincérité est récompensée à travers ce prix. Et
elle récompense aussi un modèle qui est divers, donc avec une coopérative qui a 1300 salariés, des plateformes, donc avec beaucoup de nationalités différentes, et un formalisme un peu plus important. Donc on a une école de la seconde chance, on a mis en place des processus d'inclusion assez forts et un réseau de magasins, donc des magasins qui en moyenne ont 10-12 salariés, donc des toutes petites entreprises qui par leurs actions sincères s'engagent aussi dans ces logiques d'inclusion et d'égalité. Aujourd'hui, un magasin sur 5, sans avoir de politique particulièrement engageante, embauche une personne en situation de handicap. Cette sincérité, elle est portée par le fait que nous croyons, et ça a été bien dit dans l'introduction, que l'entreprise doit avoir un projet de société, participer à la société, être actrice des changements de société. On le prend aussi avec humilité en se disant qu'on a encore plein de choses à faire. On a aujourd'hui démarré un plan pour que les magasins s'engagent encore plus dans cette dynamique-là. Le sujet est passionnant, essentiel. C'est par la diversité qu'on va trouver des solutions aux problématiques qui nous arrivent. La société ne peut pas laisser des gens sur le bord de la route, sur le bord du chemin, et donc l'entreprise, quel rôle elle peut jouer pour intégrer, accompagner. Et enfin, il y aura des grands sujets politiques demain, aujourd'hui déjà. Je pense notamment aux migrations qui vont s'accentuer. Donc, quel rôle la politique, l'entreprise a dans l'accueil et dans l'accueil de cette diversité. Et on va échanger du coup avec les intervenants parce que malgré le discours, il y a encore il y a encore des discriminations, il y a encore des biais de recrutement. On a tendance à recruter des personnes qui nous ressemblent. On voit qu'aujourd'hui, on est très nombreux à avoir des bacs +5. Est-ce que les mentalités changent vraiment? Est-ce que les entreprises ont compris pleinement l'intérêt de l'égalité et de la diversité? Comment lever les freins et accompagner celles qui sont de bonne volonté? Quelle place pour l'entrepreneuriat? C'est tous ces sujets qu'on va pouvoir qu'on va discuter avec les intervenants présents. Donc Laetitia Eloué qui arrive juste maintenant. Voilà, je vous présente comme quand vous arrivez. Donc présidente du club 21e siècle. Bonjour à tous. Lubna Ksibi, cofondatrice de Meet My Mama. Elisabeth Chungi, directrice exécutive RSE Diversité et Solidarité du groupe Orange. Et Thibaut Guillouis, haut commissaire à l'emploi et à l'engagement des entreprises. Et donc je vais passer la parole à Laetitia, si vous voulez bien, pour vous poser une question assez large, qui, à mon avis, n'appelle pas une réponse qui soit négative, mais que vous pourrez étayer. Est-ce qu'il est souhaitable que l'entreprise ressemble à la France? Alors, est-ce que vous m'entendez tous, là? Alors, écoutez, là, cette question, j'avais envie d'y répondre par il est souhaitable que les entreprises soient ouvertes à toute forme de diversité. Alors, il y a une raison, c'est qu'au-delà, pour moi, des aspects économiques, évidemment, de rentabilité qui sont au cœur de la mission et la raison d'être d'entreprise, l'entreprise, c'est aussi un lieu, je pense, qui représente le monde du travail. Et ce monde du travail, c'est un vecteur puissant de citoyenneté. C'est un vecteur puissant de citoyenneté où on s'affirme, on se représente en tant que valeur individuelle et en tant que valeur collective. Donc évidemment, l'entreprise contribue pour moi à la promesse républicaine. Et l'autre sujet, c'est se dire aussi que, voilà, peut-être que certains d'entre vous ont pu le constater pour la parité, l'égalité homme-femme, cette diversité, elle apporte en supplément, je trouve, de cohésion sociale, mais elle apporte aussi économiquement. Quand on développe la parité et qu'on mesure ce qui se passe après, ce dont on se rend compte, c'est que les organisations s'améliorent et même la rentabilité s'améliore. Et ça vaut pour toutes les diversités.
et notamment la diversité qu'on porte au Club 21e siècle, qui est la diversité d'origine. Et j'allais vous donner un chiffre. Alors c'est un chiffre que je cite souvent, parce que c'est un chiffre, voilà, pour moi c'est une décision qui est marquante. C'est une décision qui a été prise par la banque Goldman Sachs. Alors, je pense que tout le monde connaît la banque Goldman Sachs, c'est une des plus grandes banques du monde. Elle décide en juillet 2020 d'arrêter d'accompagner l'introduction en bourse d'entreprises qui n'ont pas dans leur board de membres de la diversité d'origine, avec un constat, c'est qu'en regardant sur 4 ans, elle se rend compte que quand il y a un membre de la diversité, la valeur de l'action, c'est plus 44%. Quand il n'y a pas de membre de la diversité, c'est plus 13%. Je peux vous dire aussi que le Nasdaq a aussi initié ce type de démarche. Et malheureusement, je ne peux pas vous dire ce qu'il en est en France. Parce qu'en France, on ne mesure pas cette diversité d'origine. Ce qui est un problème. C'est-à-dire que si à un moment on se dit qu'une question est importante, qu'une question compte, il faut pouvoir savoir où on en est. Donc nous, Club 21e siècle, on avait travaillé sur un baromètre de la diversité au sein des entreprises qui concernait les entreprises du CAC 40 et du SBF 120 en 2017. Le résultat, c'est que dans les boards, c'était moins de 1% de diversité autre qu'européenne. C'est peu. Mais que ce soit peu ou beaucoup, la première des questions, c'est commencer à mesurer et commencer à donner une place. Et il me semble que c'est vraiment l'aspect essentiel pour commencer à avancer. Mesurer, et puis aussi se dire que, quand je vous dis tout à l'heure que cette diversité, elle apporte en complémentarité de points de vue, dans aussi des complémentarités de manières de faire, ça veut dire que c'est bien aussi de l'attester, c'est bien de pouvoir mesurer, c'est vrai, mais de pouvoir aussi mettre en avant aussi souvent que possible les exemples de réussite. C'est une transition. Merci. Pour Elisabeth Puiloubna sur l'entreprise, et donc même question, puis un peu élargie. Est-ce que c'est le rôle d'une entreprise? Et je sais que en préparant, vous me parliez de cette mesure-là, qui était importante. Donc. Oui, alors moi je commencerai. D'abord, je suis ravie d'être parmi vous ce matin. Beaucoup d'énergie, beaucoup de bonnes vibrations dans la salle, et ça fait du bien. Je commencerai par challenger même l'idée que l'entreprise doit ressembler à la France, parce que on adore notre pays, mais la France n'est pas un modèle sur tout. Quand on voit la croix et la bannière pour scolariser des enfants porteurs de handicap, quand on voit qu'il faut 6 générations dans notre pays pour sortir de la pauvreté, contre 4 au Canada par exemple, ce qui est déjà énorme, quand on voit le peu d'étudiants d'origine diverse dans les grandes écoles, le peu d'étudiants agriculteurs dans nos grandes écoles, moi ça m'amène à dire que l'entreprise doit parfois aller au-delà du paysage que notre société nous offre. Alors ce n'est pas une posture dogmatique, c'est parce que chez Orange nous sommes convaincus que la diversité est source de performance. Il y a des chiffres, Laetitia, tu en as cité, il y en a bien d'autres. Donc nous avons la conviction que l'entreprise doit être moteur du changement, que de grands pouvoirs donnent de grandes responsabilités. Alors au sein de notre organisation, avec toute une série d'actions entreprises qui font par exemple aujourd'hui, nous sommes les premiers de notre secteur au palmarès SFB 120 pour la représentation des femmes dans les instances dirigeantes. Nous devons aussi de soutenir des associations qui favorisent l'égalité, qui œuvrent pour l'égalité des chances, notamment rétroactivement, nous soutenons des associations grâce à nos salariés qui mentorent des jeunes et des femmes dans les quartiers prioritaires de la ville. Donc voilà quelques exemples. Et puis, quand je dis aussi aller au-delà, parfois, c'est aller chercher parfois des angles morts, mais qui peuvent avoir un intérêt pour nos activités. Et je vais citer juste un exemple. On connaît déjà le taux de chômage chez les personnes en situation de handicap. Si on va chez les personnes autistes, on est à 95%.
Alors chez nous, dans le groupe, nous avons des activités liées à la data, au cloud, à la cyberdéfense, où nous sommes en pénurie de talents. Et on sait que certaines personnes autistes ont des compétences que les neurotypiques, comme ils nous appellent, n'ont pas. Donc nous avons créé un programme qui s'appelle le programme Neuroteam pour aller chercher ces talents-là. Donc voilà, c'est un exemple pour vous dire que parfois l'entreprise a aussi la possibilité d'aller au-delà et d'être pionnière sur l'inclusion. Loubna, du coup. Alors, vous m'entendez bien? Oui. Quand tu nous as posé la question, est-ce que l'entreprise doit ressembler à la France d'aujourd'hui, j'ai regardé un petit peu notre secteur, qui est le secteur de la gastronomie et des traiteurs, et je me suis rendu compte que finalement, assez naturellement, l'entreprise ressemble à la France. Si je prends la gastronomie, il y a... avant, à l'époque, il y a eu les mères lyonnaises, pour ceux qui connaissent. C'est des femmes, des mamas, comme nous on les appelle aujourd'hui, qui se sont lancées dans la gastronomie. Et ce que je me rends compte, c'est qu'aujourd'hui, on réplique finalement ce concept de mère lyonnaise, mais avec la France d'aujourd'hui, c'est-à-dire avec la France qui a accueilli des populations issues de différents pays. Et finalement, c'est ce qui se passe. Et aujourd'hui, dans le monde de la food, on se rend compte que les entreprises ressemblent de plus en plus à la France, c'est-à-dire qu'on a dans la food des entreprises qui vont de plus en plus vers le bio, le local, qui intègrent de plus en plus de personnes handicapées ou issues de différents pays. Donc oui. Et donc les entreprises doivent ressembler à la France d'aujourd'hui, mais à l'inverse, la France doit également ressembler aux entreprises d'aujourd'hui. C'est vraiment l'un avec l'autre. Par exemple, aujourd'hui, plus les entreprises vont intégrer des personnes issues de handicap, plus on pourra dire que la France intègre pleinement ses citoyens handicapés. Donc l'un ne va pas sans l'autre, donc forcément l'entreprise doit effectivement ressembler à notre France. Donc il y a des ponts entre les entreprises et la société, et ça se diffuse, et ça infuse. Donc je me tourne vers vous, Thibaut, pour poser la même question, et puis le rôle un peu de l'État et de l'action publique dans cette dynamique d'amener les entreprises à ressembler à la France. Bonjour à tous, moi aussi je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Alors sur cette question-là, moi l'entreprise qui ressemble à la France, je trouvais que le sujet était posé un peu bizarrement pour tout vous dire, parce qu'à la limite, moi je suis du Pas-de-Calais, quand je suis dans une entreprise du Pas-de-Calais, je suis pas trop étonné d'avoir un peu moins de Marseillais dans l'entreprise que de gens du Nord. Donc, enfin, je veux dire, chaque entreprise va avoir forcément sa propre identité ou etc. Mais je sais très bien que derrière, la question qui est posée, c'est est-ce que chaque personne qui vit en France a vraiment la possibilité de pouvoir développer ses talents, son potentiel, a les mêmes chances de pouvoir réussir et de faire sa vie dans les entreprises. Donc là, évidemment que la réponse, elle est oui, c'est à ça qu'on devrait arriver, mais force est de constater que c'est absolument pas un mouvement spontané, que les discriminations sur le handicap, sur le genre, sur les origines sont extrêmement féroces dans l'entreprise, dans la société de manière générale, et que donc du coup ça nous oblige et ça nous invite après à agir. Il faut qu'il y ait une volonté, parce que le mouvement naturel, sinon, c'est quand même effectivement plutôt de recruter des gens qui nous ressemblent, de recruter dans sa proximité, et donc les mouvements qui font qu'on met six générations ou quatre au Canada, c'est mieux, mais effectivement, c'est quand même pas fabuleux. C'est parce qu'en fait, il y a un manque de volonté, d'ouverture, et puis de remettre un petit peu chacun sur la même ligne de départ. Alors la responsabilité, elle est collective, hein. Elle est dans l'entreprise. Dans l'entreprise, on peut évidemment et on doit agir, d'abord par intérêt. Ça a été rappelé par Laetitia. Il y a de nombreuses études qui l'ont montré. Quand il n'y a pas de mixité, quand il y a un manque de diversité dans l'entreprise,
ça dysfonctionne beaucoup plus et c'est beaucoup moins performant, et pas seulement sur le cours de bourse. Mais est-ce que c'est à ça que nous avons été préparés? Est-ce que tous les Bac plus 5 qui sont dans la salle, ils ont été formés, sensibilisés à ce management inclusif, à cette conviction, à cette croyance-là? Évidemment non, assez rarement. Peut-être certains ont fait quelques bouts de formation, ont été un petit peu plus sensibles, etc. Mais c'est pas du tout à ça qu'on a été préparé. Et donc il y a un enjeu d'apprendre à être inclusif, à prendre conscience et d'apprendre, développer les compétences pour être inclusif, c'est-à-dire être capable d'accueillir chacun dans sa singularité, dans ses attentes, dans ses fragilités aussi, dans ses mouvements, et comment l'entreprise est inclusive et capable de permettre à chacun de trouver sa place, de développer son potentiel là-dessus. Donc ça, on a un vrai enjeu devant nous d'accompagner les entreprises à cela. Et alors le rôle de l'État là-dedans, moi je pense qu'il est double, et c'est ce qu'on essaye de faire d'ailleurs dans l'insertion, dans l'insertion sur les politiques de handicap. Aujourd'hui, moi, j'anime aussi, plus particulièrement aussi, le plan Un jeune, une solution sur l'accueil des jeunes. On a aussi un vrai sujet là-dessus. C'est d'abord des régulations. Si on ne met pas en place un certain nombre de règles du jeu qui invitent, qui incitent, voire qui obligent les entreprises à être inclusives, plus égalitaires, ça ne bougera pas. On le voit dans le domaine du handicap, avec l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, ça ne suffit pas, mais si vous n'avez pas des obligations, si vous n'avez pas des incitations fortes, y compris financières, la situation des personnes en situation de handicap ne risque pas de progresser. On l'a bien vu sur la question du genre. On a mis en place d'ailleurs l'index égalité Égalité Pro avec c'est Muriel Pénicaud qui avait mis ça en place en 2017. Ça commence, le fait de mesurer, de montrer, etc., ça entraîne forcément un certain nombre de changements. Effectivement, toutes les entreprises qui se sont retrouvées avec des mauvaises notes ont bien dû commencer à voir les choses et puis à travailler sur le sujet. Donc l'État, il a clairement une responsabilité, mais l'État, après derrière, c'est nous, hein, c'est la démocratie qui dit qu'est-ce qu'on attend de l'État, mais clairement une responsabilité pour poser des règles du jeu sur sensibilisation, incitation, obligation. Et ensuite, je pense qu'il a un rôle de facilitateur. Et c'est là où c'est pas seulement être prescripteur, mais être un facilitateur pour qu'ensuite les entreprises s'engagent. La société civile, ça dépend des sujets, mais là en l'occurrence, on est quand même plutôt sur un sujet sur lequel la responsabilité repose essentiellement sur les entreprises. Ce qu'on a fait sur Un jeune, une solution, c'est exactement ça. C'est de dire, on ne peut pas laisser pendant cette période de crise les jeunes sur le bord de la route, d'autant plus qu'on part quand même d'assez loin, hein, parce que globalement le problème des jeunes et de l'insertion des jeunes, et notamment ceux qui sont dans les quartiers ou qui sont en situation de handicap, etc., ils datent malheureusement pas d'hier. Chaque crise les touche plus particulièrement et donc on a dit collectivement, et l'État a dit, non, on ne peut pas les laisser sur le bord de la route, donc on va investir massivement, on va apporter des aides, etc. Mais on va inviter vraiment les entreprises à s'engager dans ce mouvement-là. Et ensuite, à partir du moment où les entreprises ont dit « Ok, moi je m'engage, Orange s'engage, telle petite entreprise s'engage, je vais en prendre 2000, 3000, 2 apprentis, je vais essayer d'en prendre qui sont en situation de handicap ou dans les quartiers ou qui ont plutôt des bac -5 que des bac +5. Je prends mes engagements et ensuite, qu'est-ce que l'État peut faire pour que vous puissiez convertir vos objectifs en résultats? Et c'est là où il faut être un État facilitateur, apporter des aides financières certes, mais aider à connecter les jeunes avec les entreprises, etc. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui dans le domaine des jeunes, mais aussi dans le domaine du handicap, dans le domaine de l'insertion par activité économique. Donc voilà, l'État a cette responsabilité-là. Donc je pense qu'aujourd'hui, l'invitation et le mouvement des entrepreneurs sociaux l'année dernière, non, il y a 2 ans, je crois, j'étais là, mais plutôt justement en tant qu'entrepreneur social. Et sur l'impact score, enfin, une des propositions, c'était bien l'impact score. Et donc, c'est de travailler à mesurer tout ça, mesurer les progrès, mesurer les manques, et ensuite voir comment l'alliance entre l'entreprise et les pouvoirs publics nous permet de progresser, parce qu'il y a pas mal de marge de progrès. Alors, juste un petit aparté, vous pouvez poser des questions, je crois, hein, sur Klaxoon, donc n'hésitez pas, je les lis aussi et je pourrai les poser
tout de suite. Vous parlez beaucoup de transparence, en fait, depuis tout à l'heure, de mesures. Avant de vous passer la parole, Laetitia, je vais revenir vers Elisabeth pour parler de cette notion de transparence dans l'entreprise. Bon, voilà, il y a l'index égalité homme-femme. Est-ce qu'il faut aller plus loin? Est-ce qu'il faut mesurer la diversité, comme vous le préconisez? Oui, 1, 2, 2, oui. La transparence est essentielle pour faire bouger les lignes. On voit bien comment les agences de notation sur les critères ESG introduisent une dynamique vertueuse, parce que effectivement une mauvaise note a un impact réputationnel, a un impact aussi sur les investissements. Donc c'est essentiel. Et effectivement, il y a alors autant c'est facile de mesurer le taux de féminisation dans une entreprise, par exemple. Sur la diversité, les diversités, c'est plus compliqué, et heureusement il y a des initiatives à saluer qu'Orange soutient. Je commencerai par citer Mixity, je sais qu'ils sont présents, qui est une plateforme digitale qui permet aux organisations de mesurer la diversité sur plusieurs items, multigénérationnel, orientation sexuelle, diversité des origines, et c'est très important de pouvoir avoir des normes standardisées pour pouvoir se comparer, pour pouvoir repérer les actions qui fonctionnent. Je citerai aussi, et Laetitia développera sans doute le baromètre diversité sur les instances dirigeantes des entreprises. Et un autre exemple aussi d'initiative qu'Orange soutient en matière de mixité femmes-hommes dans le numérique, c'est le Gender Scan, qui est une initiative qui inclut plusieurs organisations en France et dans le monde. On sait qu'il y a un sujet de féminisation des métiers du numérique, alors que 85% des métiers de 2030 n'existent pas, et qu'on sait qu'ils seront à peu près tous liés au numérique. Donc on fait des propositions au gouvernement, comme par exemple pouvoir établir un palmarès des institutions universitaires, des écoles, en fonction de leur taux de féminisation. Et puis rapidement, un dernier exemple, nous questionnons aussi en tant qu'entreprise innovante, nous questionnons l'opacité des algorithmes, et nous avons lancé avec le fonds de dotation Arborus une charte pour une intelligence artificielle inclusive, avec l'idée que l'IA ne reproduise pas les biais discriminatoires du monde réel. Juste un exemple d'une entreprise de e-commerce très célèbre qui voyait dans ses processus de présélection en ligne les candidatures féminines systématiquement rejetées parce que l'algorithme avait été conçu sur la base des effectifs techniques existants qui étaient très masculins. Donc oui, la transparence est indispensable pour faire bouger les lignes. Donc transparence indispensable. Après, moi, c'est vrai que j'ai cette question-là. Ça veut dire quoi ressembler à la France? Donc on fait une photographie statistique de la France nationale et puis on dit maintenant telle entreprise doit piocher là-dedans. Donc est-ce que, je vous passe la parole Elisabeth, sur le baromètre, qu'est-ce qu'on mesure? Est-ce qu'une entreprise en Ardèche a les mêmes objectifs d'inclusion et d'égalité qu'ailleurs? Enfin, c'est ce que vous souleviez. Voilà, c'est autour de la transparence, il y a aussi cette question-là du transparence et de la mesure. Je ne sais pas si vous voulez abonder. Bien sûr, je me permets, mais peut-être je rebondis sur ce a dit Thibault. J'ai entendu donc pour le rôle de l'État, j'ai entendu régulateur, facilitateur. Dans facilitateur, moi je trouve qu'il y a une dimension, Elisabeth en parlait un peu, c'est-à-dire que je mettais en avant la place, l'importance de l'action de l'entreprise pour qu'on évolue tous ensemble en France vers une société plus inclusive. Et il y a aussi la place de la société civile. Moi je représente une association, voilà, il y a une association qui s'appelle le Mixity qui est là. Nous sommes aussi des forces sur lesquelles on doit compter, s'appuyer et inscrire dans une synergie avec l'État et avec l'entreprise, parce que sur ce sujet, c'est un sujet, voilà, on parle un peu c'est un sujet multidimensionnel. Et je pense que tout en attendant beaucoup de l'État, l'État ne peut pas seul. Et que cette synergie, de mon point de vue, elle intègre de plus en plus les entreprises et j'en suis ravie. Mais pour moi, elle doit aussi s'inscrire dans une coordination beaucoup plus étroite avec les associations. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, en termes de régulation, alors moi, j'adhère complètement à la question de la mesure.
on mesure aujourd'hui pour les femmes, on mesure pour le handicap, on ne mesure pas au niveau national pour la diversité d'origine. Donc Elisabeth parlait du baromètre du Club 21e siècle. Je vous parlais du précédent qui était en 2017. On sort la semaine prochaine un baromètre de la diversité au sein des entreprises du CAC 40, COMEX et COMEX-1, en partenariat avec McKinsey. Pourquoi on le fait ? On le fait pour ce que vous disiez, c'est-à-dire que c'est un moyen d'avoir une photographie à un instant T, de voir comment on progresse, et tout simplement, quand on sait où on en est, c'est le seul moyen, en fait, de pouvoir inscrire un plan d'action efficace. Et on est sur une action, si on se dit qu'elle est importante, pour qu'on soit au rendez-vous, ça veut dire qu'il faut pouvoir l'adresser avec professionnalisme. Et le premier instrument du professionnalisme, c'est la mesure. Donc, nous, on est ravis. On va sortir ce baromètre avec McKinsey la semaine prochaine. Mais c'est un sujet, évidemment, qui ne concerne pas que les boîtes du CAC 40. C'est un sujet, si on parle de valeurs sociales, de performance économique, ça s'adresse à toutes les entreprises. Et sur un sujet comme celui-là, on a aussi besoin de l'État pour avancer. Et pour avancer sur cette question, en fait, quand on mesure par un baromètre, c'est aussi sur une question, voilà, si on se dit les choses, bon voilà, c'est une question sur laquelle on n'est pas tellement à l'aise, hein, la question parfois de la diversité d'origine, comment on nomme, est-ce qu'on a le droit de nommer, etc. Le fait de mesurer, d'avoir des éléments objectifs, ben, c'est une manière de dire qu'on non seulement on peut en parler, mais on peut le traiter comme un vrai sujet de priorité de l'entreprise. Voilà, ça me semble vraiment, vraiment important. Et moi, j'ai quand même un sujet concernant l'État, c'est la fonction publique. Hein, voilà, moi, je viens de la fonction publique. La fonction publique, c'est le premier employeur de France. Donc, pour moi, on ne peut pas parler de diversité uniquement de l'entreprise si on ne s'attaque pas aussi à la question de la fonction publique. Et dernier élément, c'est qu'on parle un peu de diversité au sens large. Et moi, je partage l'idée que voilà, cette diversité, moi, je suis pas tellement dans l'idée de quotas, je suis dans l'idée que vous présentiez tout à l'heure, c'est-à-dire faire en sorte que chacun exprime son potentiel à tous les niveaux de l'entreprise. Et moi, ce que je constate, c'est que ça soit dans les entreprises du CAC 40 comme dans la fonction publique, plus on monte dans la hiérarchie, moins cette diversité est représentée. Et c'est un sujet aussi, c'est un sujet spécifique. Et moi, je trouve que sur cette question-là, il y a une réflexion, vous parlez de questions, un enjeu managérial, c'est un enjeu managérial pour les entreprises, c'est un enjeu managérial aussi, selon moi, pour le secteur public. Voilà. Avant de vous passer la parole, parce qu'il reste quelques minutes et je ne vais quand même pas laisser passer la dernière question sur l'entrepreneuriat à Loubna. Voilà, est-ce que l'entrepreneuriat est vecteur d'inclusion? Et puis ça fait partie des propositions sur lesquelles vous allez vous positionner tout à l'heure, les propositions des adhérents du mouvement. Voilà, est-ce que l'entrepreneuriat est vecteur d'inclusion? Alors vous m'entendez? L'entrepreneuriat, de ce que j'ai observé, j'ai l'impression que déjà c'est quelque chose qui est, on va dire, sexy pour les gens issus de la diversité, parce que justement, il n'y a pas de question de diversité. J'ai un peu un problème avec ce mot-là, parce que déjà j'ai l'impression que c'est un mot fourre-tout, où on y met tout et n'importe quoi. Et en plus, ce mot n'inclut pas forcément. Qui dit diversité dit divers, dit différent. Et déjà, si j'ai une petite recommandation à faire, c'est de plus utiliser ce mot diversité, mais plutôt d'utiliser comme le titre égalité, équité, etc. Pour justement ne pas se sentir divers. Et en fait, quand on est entrepreneur, aujourd'hui, je me sens pas comme quelqu'un issu de la diversité, je me sens entrepreneur, je me sens chef d'entreprise, CEO, etc. Et ça, c'est hyper important. Donc déjà, je pense que les gens issus de la diversité se tournent parfois vers l'entrepreneuriat, tout simplement pour être eux-mêmes, pour refléter ce qu'ils sont, pour créer des produits ou des services qui leur ressemblent ou qui leur sont utiles. Et dans ce sens, l'entrepreneuriat peut vraiment aider. Si je prends, l'exemple des mamas, par exemple, aujourd'hui, elles se tournent vers l'entrepreneuriat. Pourquoi? Parce que soit elles n'ont pas eu la chance, en effet, dans les entreprises ou dans le secteur de la gastronomie, mais surtout parce que c'est là où elles peuvent vraiment s'exprimer, être elles-mêmes, proposer des choses qui leur ressemblent. Et c'est vrai que parfois on n'a pas cette liberté-là dans les entreprises, dans la fonction publique, etc. Donc forcément, c'est intéressant. Troisièmement,
je pense que les personnes issues de la diversité se tournent aussi vers l'entrepreneuriat pour résoudre vraiment des problèmes qui leur sont adressés. Je fais partie de différents groupes dont les Diversity Days et c'est vrai qu'il y a des personnes qui ont des handicaps et du coup qui créent des produits. Pourquoi? Parce qu'aucune entreprise n'a eu la priorité de créer des produits ou des services pour les personnes handicapées. Donc forcément on se dit on va le faire nous-mêmes. Et dernièrement je pense que tout le monde a besoin d'argent, tout le monde a besoin de travailler, tout le monde a besoin de vivre. Et si aujourd'hui l'entreprise nous fait pas confiance, forcément, soit c'est l'État qui va combler et qui va proposer des aides, soit c'est à la personne elle-même d'aller chercher ça. Donc forcément, l'entrepreneuriat, dans ce sens, est un vecteur d'inclusion. Maintenant, ce que je souhaite souligner aussi, c'est que malheureusement, on n'a pas forcément tous les mêmes opportunités, les mêmes chances. On part pas avec une même situation. Et c'est tout la différence aussi entre égalité et équité. Aujourd'hui, c'est du rôle de tout le monde de proposer des solutions pour que l'entrepreneuriat soit accessible à tous. Je pense qu'on va en parler tout à l'heure, mais assurer un filet de sécurité aux entrepreneurs, c'est important. Faire confiance en ces entrepreneurs, c'est important. On en parlera aussi peut-être tout à l'heure, mais la question, par exemple, des achats inclusifs, c'est quelque chose qui me tient hyper à cœur parce que à partir du moment où on a des entrepreneurs qui vendent un produit ou une solution, ils ont besoin de clients pour que leur entreprise survive. Et donc c'est à l'effort de toutes les entreprises et de tous les citoyens aussi de se tourner vers des achats inclusifs, de faire confiance en ces entrepreneurs et de faire marcher leur business pour que tout ça fonctionne. Merci. Est-ce que vous voulez ajouter quelques mots, Thibaut, par rapport à ce qu'on a entendu sur la question de la fonction publique, de l'entrepreneuriat, où on passe aux questions? Je pense qu'il y a des questions de la salle, je pense, mais je vous laisse un peu la parole. Donc comme Lumna tend juste une perche sur les achats inclusifs, et comme ça montrera que régulateur, facilitateur sur les achats inclusifs, j'en profite pour vous dire que dans la loi climat, on s'est pas mal battu pour faire en sorte que désormais, dans la commande publique, ça devient obligatoire de prendre en compte l'environnement et le social pour pouvoir prétendre à répondre à la commande publique. Et donc ceux qui ne feront pas d'insertion, d'inclusion, de mixité auront beaucoup moins de chances que les autres de pouvoir continuer de travailler avec les donneurs d'ordre publics. Donc ça c'est le côté régulateur. Si on ne met pas des obligations et des incitations fortes, on ne progresse pas, ou en tout cas pas assez vite. Et le côté facilitateur, c'est qu'à côté de cela, on a développé une start-up d'État pour faire en sorte de permettre à toutes les entreprises qui offrent des solutions à impact social, inclusif ou etc. d'être identifiées, de proposer leurs offres pour faciliter l'acte d'achat pour tous les acteurs de France, d'ailleurs publics ou privés, et donc d'être un petit peu cette marketplace qui va permettre de développer concrètement et de maximiser l'impact. Et ça me permet de terminer sur quelque chose qui est la transparence. Évidemment, c'est un vaste sujet. D'abord, moi, je vous invite à vous poser, si vous êtes des entrepreneurs, allez-vous, vous, au bout de la transparence? Et ça, je pense qu'il y a pour chacun une vraie réflexion à avoir sur la transparence qu'il donne sur toutes les données, sur toutes les informations de sa société, de manière en interne à partager le pouvoir et à développer l'intelligence collective, parce que l'information, c'est le pouvoir, et la culture de la transparence, elle commence d'abord aussi par sa propre organisation. Et ce qui est valable pour l'entreprise est absolument valable pour le public. Et c'est d'ailleurs pour ça que moi j'aime bien développer nos politiques publiques en totale transparence. Et donc les startups d'État, en fait, on met tous nos résultats. Ils sont accessibles en open data, et ça je pense que c'est vraiment un enjeu sur lequel il faut qu'on progresse sur l'action publique, que toutes nos politiques publiques soient en open data pour que le citoyen sache ce qui marche pas, là où il y a de l'impact ou là où il n'y en a pas. La transparence dont a fait preuve le MOVE, en montrant qui suivait aujourd'hui nos propos. C'est que des bac+5. Ça doit interroger. Mais au moins,
Maintenant, moi, il y a l'interrogation. Et de se dire, bah, tiens, comment on peut faire pour ouvrir quand même un petit peu parce que je pense que pour inventer le monde de demain, bah, il faut justement, là, pour le coup, que notre Assemblée ressemble à la France. Et donc, il va falloir travailler là-dessus, réfléchir là-dessus. Comment on fait pour que l'université d'été de demain, ensemble, l'année prochaine, ressemble encore un petit peu plus à la France. C'est cette transparence-là qui permet de progresser. Merci. Je passe la parole à Adèle pour quelques questions, puis on finira par les propositions. Oui, merci beaucoup à tous. En effet, il y a eu plein de questions sur Klaxoon. Comme Pierrick le rappelait, n'hésitez pas à poser vos questions et vous pouvez aussi voter pour les questions voilà, que vous voulez voir remonter. Et donc, on va prendre une question qui était dans le top du public, que vous voyez affiché ici. Je n'ai pas mes lunettes, donc je me rapproche. Et donc voilà, c'est pourquoi ne pas inciter fiscalement davantage les entreprises à vraiment agir sur ces enjeux. Est-ce qu'il y a l'une de vous qui veut répondre à cette question? Bon, rapidement, en tout cas, sur ce sujet-là. D'abord, ça se fait déjà un petit peu. Pas suffisamment, mais un petit peu. Par exemple, dans le domaine du handicap, concrètement, si vous n'êtes pas au 6%, bah, vous payez une taxe. Alors moi, je suis absolument favorable, et je crois que c'est une proposition qu'on retrouve d'ailleurs avec le MOVE, mais il me semble que c'est des sujets sur lesquels on avait déjà discuté. Moi, c'est clair que je suis très favorable à ce qu'on soit en capacité de faire la distinction entre une entreprise qui est inclusive et celle qui ne l'est pas, et que les cotisations sociales sur le chômage ne soient pas du tout les mêmes entre l'une et l'autre. Pourquoi ? Une entreprise qui va veiller à recruter dans la diversité, investir dans la formation, qui va développer l'employabilité de ses collaborateurs, qui va faire que du coup, le jour où peut-être il faudra fermer un magasin, où il y aura un petit pépin, ou etc., bah, les collaborateurs ils seront beaucoup mieux préparés pour retrouver dans les semaines ou mois qui viennent un travail. Ben, la distinction entre cette entreprise qui est responsable, qui est inclusive, qui investit dans l'humain, et celle qui va aller piocher, faire la cueillette du meilleur, le prendre dans son entreprise, tirer le meilleur de lui-même et puis le rejeter sans l'avoir accompagné dans le développement de son employabilité, ça va générer de la casse sociale, ça va générer des coûts. Pourquoi tout le monde paierait la même assurance en fonction, normalement, une assurance en fonction de ses comportements? Et oui, effectivement, il faut évidemment qu'on progresse sur cette question de la mesure, y compris la question de la mesure de la diversité, pour qu'ensuite on puisse peut-être réformer un petit peu notre façon d'encourager et d'inciter les entreprises à être vertueuses. Évidemment, ces propos n'engagent que moi, hein, elles n'engagent pas le président de la République, mais en tout cas, c'est quelque chose sur lequel moi je milite assez fort. Merci. Pardon. Merci Thibaut. Loubna, tu voulais réagir? Oui, alors moi je suis... Vous m'entendez? Ouais. Je suis tout à fait d'accord avec Thibaut et je pense que évidemment il faut des mesures, mais je pense qu'une entreprise, au bout d'un moment, elle va, même si elle n'a pas de bonnes pratiques, elle va payer, et puis tant pis, elle va continuer ses pratiques. Moi, ce que je crois, c'est surtout en votre pouvoir, à vous, consommateurs, concitoyens. Je pense à une anecdote. La dernière fois, j'étais chez un collègue traiteur, et c'est hyper intéressant la transformation qui s'opère dans le monde des traiteurs, pas parce qu'il y a des amendes ou parce que fiscalement, voilà, mais parce qu'il y a une énorme pression de la part des clients. Et aujourd'hui, ce traiteur-là en particulier a été obligé de se transformer pour continuer à faire vivre son activité, à faire vivre son business. Donc je pense que le pouvoir, il est surtout dans nos mains et il faut surtout l'utiliser. Merci Luna. Et Laetitia, vous vouliez rajouter quelque chose? Vous m'entendez? Je crois. Vous m'entendez? Oui. Ouais, c'est bon. Moi, j'aime bien ta réponse. Oui, parce que je pense qu'effectivement, il y a un sujet en fait qui est pour moi au-delà du fiscal. C'est que je pense dans l'attente aujourd'hui sociétale et l'attente des consommateurs, le besoin éthique des produits qu'ils achètent, du contenu, mais aussi de l'organisation et des valeurs promues par ceux qui les fabriquent, c'est de plus en plus fort. Et je dirais que ce sujet-là, il n'est pas incompatible avec l'incitation fiscale, il est complémentaire, il est important. Parce que pour moi, la meilleure manière en fait d'adresser la question une entreprise plus inclusive, plus d'ouverture à toutes les formes de diversité, c'est quand l'entrepreneur est lui-même convaincu de l'intérêt qu'il a à y aller. Donc,
encourager, moi je préfère l'encouragement aux sanctions, parce que là c'est écrit encourager. Un des moyens aussi, voilà, d'agir sur le plan fiscal ou sur le plan réglementaire, c'est sanctionner. Voilà, on le fait parfois. Si une entreprise agit ou recrute quelqu'un en matière de diversité parce que elle s'est fait toper lors d'un testing et que celui qui recrute n'est pas du tout convaincu de la valeur de la personne, il va recruter, mais le plafond de verre, voilà, qui est lié aux origines de la personne, parce que c'est une femme, parce qu'il est d'une origine étrangère, il va se refermer tout de suite. Donc il y a un sujet majeur qui doit compléter toutes les autres formes d'action, y compris l'action fiscale, c'est l'acculturation. Et c'est un aspect très fort, et je trouve que l'État aussi peut avoir vraiment un levier et un accompagnement puissant là-dessus, c'est mettre en avant les exemples très concrets de réussite. Voilà, quand on est convaincu que cette diversité, c'est un plus pour ma boîte, ça va me rapporter, pas seulement en termes de bonne ambiance, mais ça va me rapporter tout court, je pense que ça lève pas mal de biais ou d'obstacles qui existent encore beaucoup aujourd'hui. Tout à fait, merci beaucoup Laetitia. On va prendre une autre question, on va essayer de faire un peu plus court pour pouvoir poursuivre et puis passer en effet aux propositions, au vote. Pareil, je me rapproche, pardon, je vous cache, mais je ne vois rien. Donc, il y a une question un peu de challenge, voilà, sur, en effet, ce manque de diversité dans la salle, qui, comme on l'a vu, n'est pas le reflet, même si c'est un acte de transparence qu'on peut féliciter. Est-ce que ce n'est pas l'échec de l'inclusion par les entreprises? Est-ce que construire le monde de demain entre Bac+5, ce n'est pas une stratégie vouée à l'échec pour co-construire un monde inclusif? Est-ce que quelqu'un veut rebondir là-dessus? Oui. Effectivement, je pense qu'on ne peut pas construire le monde de demain qu'avec des Bac+5, puisque voilà, on exclut de facto une grande majorité de la population. C'est très intéressant cette question parce que ça renvoie aussi à la difficulté qu'a notre pays culturellement. Ailleurs, c'est pas le cas. Je pense aux États-Unis à mettre en avant les self-made men, self-made women. Voilà, tu parlais de l'importance de modèles, et donc ça m'amène à la mesure qui me paraît indispensable dans le panel des propositions, qui est vraiment comment on développe l'entrepreneuriat et comment on va chercher les potentiels qui n'ont pas Bac+5 mais qui ont des idées, qui ont une motivation, et ça c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur dans le groupe Orange. On a lancé la saison 3 de notre programme Femmes Entrepreneurs, donc qui soutient, qui accompagne des femmes entrepreneuses dans le numérique, des start-upeuses dans la consolidation de leurs projets. Et là encore, on va aussi chercher des profils d'entrepreneurs très atypiques, avec par exemple notre coup de pouce autisme. On est assez expert de l'autisme chez Orange parce qu'en fait la fondation Orange a 30 ans d'expérience de mécénat. Et donc là, juste un exemple, comment on va chercher des profils différents à travers ce programme. On a accompagné un jeune créateur de mode autiste de 24 ans, Romain Moffry, qui vient donc de lancer sa maison de couture à Rouen. Et ce qui est intéressant, c'est que, et ça rejoint ce que tu disais, Loubna, c'est comment ces profils différents vont créer des produits innovants qui répondent à des besoins. Il a dessiné une robe de mariée conçue pour fauteuil roulant, parce que nous, on n'y pense pas, mais en réfléchissant, les traînes, les voiles et tout, ça se coince dans les roues, c'est une cata. Et donc il a déposé un brevet mondial sur cette création. Donc voilà, comment, pour construire le monde de demain autrement qu'avec des Bac+5, il faut vraiment aller chercher et accompagner des entrepreneurs qui n'ont pas Bac+5, mais qui ont de l'idée, de l'énergie et de la motivation, entre autres. C'est une des pistes. Merci Elisabeth. Loubna, je voyais que tu voulais réagir. Oui, parce que merci pour cette question, parce que j'ai regardé du coup la salle et je me suis dit, mais en fait, c'est un échec là pour moi parce qu'il n'y a pas de mama dans cette salle. Et en fait, c'est hyper important aujourd'hui, si on veut que nos messages passent à toute la population, que nous aussi on fasse de l'inclusion, et surtout sur la partie écologique. Moi, ce qui me frappe, c'est que je suis convaincue, on est tous convaincus, mais si je vais parfois en banlieue, dans certains patelins de France, ou si je vais vers d'autres types de populations,
le sujet ne parle même pas. Et aujourd'hui, c'est notre devoir de faire en sorte que toute la population s'intéresse à ces sujets-là. Et en effet, pas les Bac+5. Donc c'est comment nous aussi, on va vers ces personnes. Et j'espère, je pense que l'année prochaine, je vais venir avec une 50aine de mamas, si tu me le permets, pour faire parler de ces sujets et continuer aussi à former sur les sujets et faire de, je ne sais pas si on peut dire ça, mais de l'inclusion écologique, c'est aussi important que tous se sentent concernés. Génial, merci beaucoup. On les accueillera avec grand plaisir. Thibaut, très rapidement. Sur la manière du coup dont on essaye de mettre en œuvre en tout cas nos politiques publiques, et là en l'occurrence sur un jeune une solution, et en ce moment on est en train de travailler aussi avec la ministre du Travail et puis la ministre de l'Insertion sur la mise en œuvre du revenu d'engagement pour que les jeunes aient l'assurance d'avoir une garantie de ressources quand ils sont en train de préparer leur avenir. Et bien en fait on le fait avec les jeunes. C'est un jeune une solution. Si vous allez sur le site, s'il marche aussi bien, plus de 5 millions de jeunes utilisent le site Un jeune, une solution. C'est parce que c'est pas, on n'écoute pas, désolé, hein, mais moi j'écoute pas les gens forcément dans les colloques ou dans les cabinets ministériels, mais on répond d'abord au retour des jeunes. S'ils nous disent ce mot-là, je le comprends pas, ce service-là, je l'utilise pas, ça j'en ai besoin, c'est ça qui détermine l'action publique. Et donc je pense que à chaque fois que nos entreprises, nos services, nos produits et nos services, on associera évidemment la diversité de nos clients, de nos collaborateurs ou de nos bénéficiaires pour ce qui s'agit de l'action publique, eh bien on évitera probablement de plus en plus les biais discriminants. Merci beaucoup Thibaut, merci à tous. On va passer maintenant aux propositions, au vote des propositions. Est-ce que Pierrick, vous voulez peut-être rappeler les propositions qui étaient liées à ce sujet? Les 3 propositions, alors qui rejoignent pas mal les questions, et la question de l'égalité. La proposition 1, c'est la baisse des cotisations patronales. Donc ces propositions étaient édictées, travaillées par les adhérents du mouvement Impact France. La baisse des cotisations patronales pour les entreprises qui ressemblent à la France. La deuxième, c'est démocratiser l'accès à l'entrepreneuriat. Et la troisième, sécuriser le statut d'auto-entrepreneur. Voilà, donc là, très rapidement, peut-être que vous pouvez vous positionner en priorité sur l'une ou l'autre des propositions. Pendant que dans le public, que ce soit ici ou en ligne, vous pouvez voter sur la proposition qui vous paraît, selon vous, prioritaire, s'il y en avait une que l'on devait porter au gouvernement en priorité. Et en effet, vous pouvez rapidement vous positionner. Je veux bien donner mon avis. C'est la première. Alors la première rejoint beaucoup une question qui avait été posée sur les incitations fiscales. On est sur la baisse, mais on est quand même sur un bonus ou une valorisation fiscale en fait d'une action plus vertueuse d'un point de vue inclusion. Le pourquoi, c'est que pour moi, pour aborder la question de l'inclusion de valoriser l'inclusion en entreprise, justement, il faut avoir une approche globale. C'est-à-dire que si on ne vise que les entrepreneurs ou l'entrepreneuriat, ma question c'est qu'est-ce qu'on fait pour le monde du travail traditionnel, qu'est-ce qu'on fait pour la fonction publique, et ce sujet est une valeur sociale et économique pour tous. Donc pour moi, la mesure qui est à la fois pragmatique, là on est sur du pragmatisme, qui permet, je pense, de aussi mettre en avant cette dimension positive de la diversité, pour peu qu'elle soit assortie aussi d'une logique de pédagogie, d'une logique aussi d'être nourrie d'exemples de réussite, il me semble que c'est la plus intéressante. Après, elle est intéressante et je suis obligée de dire que je me méfie toujours des mesures uniques. Voilà, je disais c'est un problème holistique et que ce sujet-là, il est important, mais moi je pense par exemple à une boîte dans le domaine scientifique. Dans le domaine scientifique, alors la question, ça sera peut-être pas seulement la diversité d'origine, ça sera aussi les femmes. Et donc là, cette question-là, l'entreprise, elle est aussi elle-même face aux difficultés ou à la structuration du marché du travail. Donc ça veut bien dire qu'il y a un sujet d'acculturation, de sensibilisation extrêmement fort dans tous nos systèmes de formation et je dirais presque dès le départ dans la manière dont on construit aussi ce sujet au sein de l'éducation nationale. Merci Laetitia. C'est très serré, donc vous pouvez continuer à voter pour faire la différence. Et puis vous pouvez continuer à convaincre. Oui.
Je l'ai déjà évoqué dans ma réponse à la question précédemment, c'est vraiment démocratiser l'accès à l'entrepreneuriat parce que c'est une manière de faire vivre le tissu local. C'est parce qu'on voit bien aussi dans la typologie des projets portés par les jeunes entrepreneurs qu'il y a l'impact social au cœur, très souvent, cette préoccupation-là. Merci. Loubna ? Du coup, démocratiser l'accès à l'entrepreneuriat, alors oui, bien sûr, mais je pense que, selon moi, la plus importante, c'est sécuriser le statut d'auto-entrepreneur, puisqu'aujourd'hui, je vois beaucoup de personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat, et l'entrepreneuriat, c'est vraiment, vraiment pas simple. Il y a énormément de difficultés, et il y a encore beaucoup de choses qui n'existent pas, et notamment en termes de protection des entrepreneurs. On a fait une étude avec le Conseil national du numérique sur les conditions des auto-entrepreneurs. Et aujourd'hui, si on veut plus d'entrepreneurs, que ce soit... d'entrepreneurs, si on veut plus d'entrepreneurs et des entrepreneurs qui sont pas forcément des bac+5 ou des jeunes hommes blancs, etc., il faut sécuriser le statut d'auto-entrepreneur. Aujourd'hui, tout le monde ne peut pas se lancer dans l'entrepreneuriat sans filet de sécurité. C'est même hyper dangereux pour la personne. Et ces entrepreneurs ont besoin de sécurité, ont besoin de retraite, ont besoin de sécurité sociale, etc. Et c'est pour moi la plus importante si on veut des entrepreneurs, tout type d'entrepreneurs. Merci Loubna. Il vous reste 30 secondes pour convaincre Thibaut et peut-être changer la donne. Non, changer la donne en 30 secondes. Changer la donne en 30 secondes, j'y crois pas trop, mais moi en fait, je me suis déjà exprimé sur cotisation sociale. Sur cotisation sociale, je suis pour, mais moi je prends les trois. Le troisième, sur le statut de l'auto-entrepreneur, c'est un énorme enjeu. On l'a vu pendant la crise, comment il y avait une inégalité pour tous les entrepreneurs, et notamment les auto-entrepreneurs, qui se sont retrouvés dans une difficulté beaucoup plus importante que les salariés. Et d'ailleurs, il y a une loi qui est en préparation, portée par le ministre des PME, Alain Griset. Et aussi, je pense aux travailleurs des plateformes, qui travaillent pour les plateformes. Là aussi, il y a un vrai sujet. Donc là, on a mis en place maintenant une représentation des travailleurs des plateformes pour qu'on puisse enfin faire avancer aussi la question de la protection des travailleurs des plateformes. Et puis l'accès à l'entrepreneuriat, évidemment, il y a beaucoup de choses qui ont été faites, il y a encore beaucoup à faire. On va lancer dans pas très longtemps avec Mme Klinkert, d'ailleurs un pacte pour l'inclusion des travailleurs indépendants avec du soutien aux personnes qui sont les plus éloignées de l'emploi, avec une aide en capital s'ils ont besoin pour pouvoir démarrer, un accompagnement par des réseaux d'accompagnement comme BGE, comme France Active, comme Initiative France, etc. Et c'est ça aussi sur lequel effectivement il faut gagner cette bataille de l'accès à l'entrepreneuriat, évidemment pour tous. Et ça c'est très important, et donc on y travaille avec des projets extrêmement concret. Voilà, pour terminer, petit moment de promotion, il y a le mentorat dont on n'a pas parlé, et je pense que pour ressembler à la France, en fait, il faut que chacun aide l'autre à faire son chemin. Le mentorat, vous le disiez, eh bien, c'est quelque chose qui a été inventé, développé par des associations avec le soutien des entreprises, et nous, l'État facilitateur, aujourd'hui, on s'est unis à ce collectif mentorat pour dire ça bénéficie à 25 000, 30 000 jeunes dans le pays. Eh bien, on aimerait bien un jour vivre dans un pays où chaque jeune sait qu'il peut compter sur quelqu'un qui va l'accompagner, prendre du temps pour partager son expérience, sa confiance, son réseau, pour l'aider lui à réussir. On a un premier défi qui est de passer de 30 000 à 200 000 jeunes mentorés d'ici 2022. Les associations ont relevé le défi et on est en passe de le réussir. Mais j'appelle évidemment tous les entrepreneurs et toutes les personnes qui sont ici à aller s'inscrire sur Un jeune, une solution mentorat pour pouvoir consacrer et être prêt à passer 1 heure, 2 heures de son temps pour les jeunes de ce pays, inviter leurs collègues, leurs proches à faire de même pour qu'on puisse relever ce beau défi ensemble et que effectivement les entreprises ressemblent toujours beaucoup plus à la France. Merci Thibaut. Alors on va voir les résultats, mais je crois que vous ne nous aidez pas du tout, puisque je crois que c'est une égalité parfaite. C'est ça. Donc on est à combien ? Ouais, alors je pense que Loubna a fait la différence avec l'auto-entrepreneur. Clairement, il y a eu un avant et après Loubna. Mais sinon, on est quand même très très proche. Donc voilà, on n'a pas le choix. On va
amenez les 3. On va continuer à se battre pour les 3. Merci infiniment en tout cas à tous d'avoir merci à vous. partagé vos opinions et un grand merci Pierricky. Merci beaucoup. Merci infiniment. On va donc prendre une petite pause et puis passer à la prochaine table ronde qui sera sur le sujet de la santé.